Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale dédiée à un pilier fondamental du commandement de la sécurité civile. Nous parlerons des secours médicalisés. Dans ce spécial, je serai accompagnée de ma collègue venue spécialement de Pointe-Noire pour vous, le médecin lieutenant de police Lassie Bénédicte. Bonjour. Bonjour, mon capitaine. Et ensemble, nous allons recevoir des experts sur ce plateau qui partageront avec nous leur expérience et leur connaissance sur certains points précis de cette question. Tout à fait, mon capitaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de parler de ce pilier essentiel du commandement de la sécurité civile, les secours médicalisés. Au cours de cette émission, nous aborderons plusieurs points. Nous commencerons par expliquer l'historique et les objectifs des secours médicalisés de la sécurité civile afin de comprendre les raisons de leur création et la mission qui leur incombe. Ensuite, nous plongerons dans l'organisation et le fonctionnement de ces services pour appréhender leur structure et leur efficacité. Nous mettrons également en avant la valeur ajoutée de ces services et enfin, nous discuterons sur les défis qu'ils ont rencontrés et des perspectives. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, entamons notre premier point, l'historique et les objectifs des services médicalisés de la sécurité civile, présenté par le colonel de police à la retraite, Jean-Bernard Boyongas, conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile. Suivant. Il a été constaté une tendance relativement constante au fil des années 2000, en ce qui concerne l'activité des sapeurs-pompiers. 80% des secours à personnes, 20% des secours incendie. Les secours à personnes ont augmenté exponentiellement en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des problèmes de santé. Le nouveau concept s'imposait alors aux sapeurs-pompiers, la médicalisation des secours par le SAVAP, qui veut seulement dire secours à victimes et assistance à personne. La mutation de direction générale au commandement des services opérationnels de la police nationale par la loi 12-2019 du 17 mai 2019 portant organisation et fonctionnement de la police nationale a permis de faire évoluer le cadre juridique de la sécurité civile en créant le commandement des services médicalisés afin de mettre en œuvre la médicalisation des secours, concept voulu par les sapeurs-pompiers. Cette médicalisation était motivée par plusieurs raisons. La première, c'est instaurer une réponse plus rapide et efficace. N'oublions pas que les sapeurs-pompiers sont les premiers intervenants sur le terrain. Décongestionner les urgences en prenant en charge une partie des patients sur place. Réduire les délais de prise en charge grâce à la proximité géographique et l'équipement des secours médicalisés. Améliorer la qualité des soins, notamment par la formation continue qui permet d'acquérir de nouvelles compétences et de maîtriser des gestes techniques les plus complexes. Adapter les besoins des populations par la mise en œuvre de la médecine communautaire, ce qui demeure une directive du chef suprême des armées à la force publique de se rapprocher au plus près de la population pour en prendre en soin. Après avoir entendu le colonel, quelles principales leçons peut-on en tirer? Quelles sont les principales différences entre les services médicalisés et les services médicaux traditionnels? Je me retourne vers le médecin-capitaine de police, Kessa. Merci mon capitaine pour la parole. De prime abord, il faut d'abord signifier que les services ici médicaux traditionnels, on entend parler de ces services, les autres structures de santé du ministère de la Santé et de la Population, ainsi que du ministère de la Défense. On ne parle pas de la médecine traditionnelle. Dit ainsi déjà, il faut savoir que, avant de parler des différences, il faudrait qu'on parle d'abord des points
qui convergent entre les deux structures. Et je préfère le dire en lingala que toza bato moko. C'est-à-dire que biso tout ozo visé objectif moko ezali bien-être il y a population physique, mentale, sur le plan et la santé. C'est-à-dire que nous tous faisons partie de ce qu'on appelle la chaîne de secours. Et cette chaîne est constituée de maillons. Et dans ces maillons de la chaîne de secours, nous, le commandement de la sécurité civile et le service médicalisé commence au début de la chaîne de secours. Et là, je vais parler d'une des différences. C'est la médecine préhospitalière que nous faisons, tandis que les autres font ce qu'on appelle la médecine hospitalière. Ils reçoivent à l'hôpital, ils stabilisent les patients et ils font des grandes interventions, tandis que nous, on travaille sur le terrain, sur les lieux d'accident, lors des catastrophes. Alors, pour appuyer les éléments de réponse donnés par le médecin capitaine Kessara, concernant la différence entre le service médicalisé et les services médicaux traditionnels, au prime abord, la sécurité civile hier avait des sécuristes qui travaillaient dans les zones d'intervention, comme des sécuristes simples qui n'avaient rien à voir avec les secours médicalisés. Alors, sur les champs d'action, il était question pour eux d'extraire les victimes, de mettre les victimes en position d'attente et les mettre dans les ambulances afin d'assurer juste les transports et atteindre un centre hospitalier pour la continuité de la prise en charge. Alors, à ce jour, la sécurité civile est dotée de personnel médical et paramédical qui ont subi des formations en médecine d'urgence et des catastrophes. En ce moment-là, ils sont donc capables, sur le théâtre des opérations, de conditionner les victimes, d'octroyer les premiers soins, de conditionner les malades et les envoyer vers les centres hospitaliers pour une meilleure prise en charge. Évidemment, cet aspect de plus vient renforcer la chaîne de secours, dont un maillon qui manquait dans notre pays. Je suis le médecin lieutenant de police Kiméné. J'ajouterais qu'il me semble nécessaire de noter que les services médicalisés de la sécurité civile peuvent également jouer un rôle important dans la coordination des secours et dans la gestion des risques, ce qui n'est pas forcément le cas pour les services médicaux qui ne se concentrent davantage sur la prise en charge des patients que dans les centres hospitaliers. Merci mon lieutenant pour ces éclaircissements. Donc il faut retenir que chaque type de service a son importance et son rôle spécifique dans le système de santé. Passons maintenant à un aspect tout aussi intéressant, l'organisation et le fonctionnement des services médicalisés. Leur chef nous en parle. Par décret 2019-377 du 27 décembre 2019 portant attribution et organisation du commandement de la sécurité civile, nous avons en son sein le commandement des services médicalisés. Ce commandement a pour mission de mettre en œuvre le soutien sanitaire des opérations de secours, organiser les activités de médecine préventive et d'exercer la médecine d'aptitude, gérer la pharmacie, promouvoir la création des centres de santé, garantir et de surveiller l'état de l'équipement médico-sécuriste. Ce commandement compte en son sein 3 divisions. Division de l'organisation des soins, division des secours médicalisés, division pharmacie. Suite à l'intervention du commandant des services médicalisés, quels acteurs, selon vous, font partie de cette structure? Alors, concernant les acteurs qui font partie de cette structure, services médicalisés, nous avons les médecins et le personnel paramédical. Pourriez-vous préciser les effectifs de chaque promotion, en l'occurrence des médecins et paramédicaux, autrement dit infirmiers? En ce qui concerne les médecins, il faut dire qu'à ce jour, le commandement de la sécurité civile compte 275 médecins qui sont repartis de la manière suivante. Nous avons d'abord le médecin colonel de police Itoa Yoyo, qui est le premier médecin de ce commandement, suivi d'une première promotion, la première promotion des médecins officiers de la sécurité civile formés en 2015 au centre d'instruction de police de Mengo. Et cette promotion compte 18 médecins, 3 licenciés en sciences infirmières et 2 assistants sanitaires.
La deuxième promotion, la plus grande, c'est la promotion formée en 2022, qui compte 256 médecins formés au centre d'instruction de police de Buea. Il faut aussi noter que dans ce parterre de médecins, il y a des médecins aujourd'hui qui sont spécialistes. Et il y a plusieurs spécialités, à savoir la gastro-entérologie, la cardiologie, l'hématologie, les maladies métaboliques et diabétologie. Nous en avons la gynéco-obstétrique, la chirurgie générale, l'urologie comme spécialité, ainsi que l'imagerie médicale. Et une panoplie de médecins généralistes qui vont déjà, d'ici peu, aller se lancer dans les spécialités comme la réanimation et l'anesthésie, la médecine d'urgence, ainsi que la médecine légale. En ce qui concerne les paramédicaux, le commandement de la sécurité civile avait affecté 72 paramédicaux de la première promotion en 2015 et 82 de la deuxième promotion en 2023. Dans ces effectifs, nous avons différentes spécialités. Les licenciés en soins infirmiers, les assistants sanitaires, les infirmiers d'État généralistes, les sages-femmes, les péricultrices, les auxiliaires du laboratoire et les agents techniques de santé. Merci pour ces précisions. Passons maintenant à la formation des différents acteurs. Que pouvez-vous nous dire sur la formation des médecins et paramédicaux en dehors de la formation professionnelle et militaire? Merci mon lieutenant pour la parole. Médecin lieutenant de police Kamba Oseke Félicien, affecté auprès du commandement des services médicalisés. Pour nous les médecins, au-delà de notre formation professionnelle et de la formation militaire commune de base, nous avons pu bénéficier d'une formation en médecine des catastrophes et des urgences encadrée par l'EIPC, qui est l'Organisation internationale de la protection civile. S'agissant des paramédicaux, le brigadier est mieux placé pour apporter plus d'informations là-dessus. Merci mon lieutenant pour la parole. Moi, c'est le brigadier Raymond Francile. En dehors de la formation professionnelle et militaire, nous recevons continuellement des formations au sein du commandement de la sécurité civile. Je pourrais citer la formation d'imprégnation au métier de pompier, qui fait de nous aujourd'hui des hommes de terrain sur la prise en charge en urgence. Nous avons aussi subi une formation en soins obstétricaux et néonataux en urgence, le transfert médicalisé et sécurisé de la mère et du nouveau-né. Nous avons appris comment gérer en urgence les accouchements inopinés, les techniques de réanimation du nouveau-né, les soins essentiels du nouveau-né, la prise en charge en urgence de la parturiente, de l'accouché, devant les hémorragies de la délivrance, l'hypertension artérielle et ses complications, et bien d'autres pathologies encore. Donc ces formations sont d'une importance très capitale dans notre métier afin de donner une réponse médicale à la population. Intéressant. Maintenant, parlons de la structuration des divisions. Capitaine Kessara. Merci mon capitaine. En ce qui concerne la structuration des divisions, il faut dire que le commandement des services médicalisés est subdivisé en trois. Il y a la division organisation de soins, la division des secours médicalisés et la division pharmacie. Pour la division organisation de soins, c'est au fait le volet hospitalier et le volet de la prise en charge de la médecine physique et la médecine d'aptitude. Cette division comporte deux sections, la section médicale ainsi que la section laboratoire. En ce qui concerne la division des secours médicalisés, dont je suis le chef, ici nous assurons la régulation médicale dans les ambulances afin d'apporter des soins adaptés. Nous tenons les statistiques. L'ambulance, c'est notre bureau. C'est dans l'ambulance où se passe toute la magie et c'est dans cette ambulance que l'on administre des soins de qualité, adéquate, adaptée à nos populations afin de les amener dans une structure la plus proche et apte à offrir des soins de qualité. Comme a souligné le médecin capitaine Kessara, nous avons trois divisions et moi j'anime la division pharmacie. Cette division a deux sections, notamment la section médicaments et équipements médicaux et la section préparation, qui est une section qui est encore embryonnaire dans notre direction. Cette division a pour mission d'élaborer le plan d'acquisition des médicaments, d'approvisionner les ambulances et les infirmeries qui sont sous la responsabilité du commandement de la sécurité civile, tenir les statistiques, gérer les stocks. Alors, je voulais souligner ici un aspect important. Quel plan nous utilisons pour acquérir les médicaments et intrants qui nous permettent de réaliser
nos prestations de services médicalisés. Effectivement, mon capitaine, c'est une question qui devait venir, mais c'est très intéressant. Continuez. Merci, Madame la présentatrice. Alors, nous élaborons une procédure qui suit la démarche suivante. Nous, division de la pharmacie, élaborons un état des besoins, bien sûr sous la coordination du commandant des services médicalisés, et nous le soumettons au commandant de la sécurité civile, qui lui, à son tour, fait un soit transmis au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui lui donne les moyens pour réaliser les achats. D'accord. Et aussi, peut-être préciser à la population que les services médicalisés, c'est un service public et que quand nous prenons un malade, le mettons dans nos ambulances, lui procurant les soins, tout ça, c'est gratuit. Soyez-en sûrs, c'est gratuit. Donc, merci, mon capitaine. Abordons maintenant le rôle des services médicalisés sur le terrain. Alors, quel est le rôle des services médicalisés sur le terrain? Quelles sont leurs principales missions et responsabilités? Merci, mon lieutenant. Le rôle des services médicalisés sur le terrain, c'est la prise en charge pré-hospitalière des victimes. Cette prise en charge comprend les premiers soins et gestes sur les lieux de l'intervention, ainsi que le transport des victimes au niveau des structures hospitalières. Pour mener à bien cette mission, les personnels des services médicalisés sont assignés à un rôle bien précis. Au niveau du centre de traitement et d'alerte, nous avons les médecins régulateurs. Au niveau des différents centres de secours, nous avons une équipe médicale de garde, composée des médecins de garde, de 2 infirmiers qui font office de secouristes, ainsi que d'un ambulancier. Parlons du médecin régulateur. Nous ne pouvons expliquer son rôle sans pourtant définir ce que c'est que la régulation médicale. La régulation médicale, c'est un procédé médical ou acte médical qui consiste à la collecte à distance des données et renseignements nécessaires à la prise en charge par le médecin régulateur. Ceci dit, le médecin régulateur a pour rôle d'identifier l'appelant, c'est-à-dire recueillir l'identité de l'appelant et ou la victime, parce que c'est pas toutefois que l'appelant c'est la victime. Localiser la victime ainsi qu'identifier les motifs d'appel de la victime. Ces informations recueillies, il a également pour rôle d'alerter le centre de secours le plus proche et de les renseigner afin qu'il y ait un bon déploiement, donc un déploiement de les conditions idéales. Il a aussi pour rôle de maintenir la liaison opérationnelle avec les équipes sur le terrain jusqu'au transport du malade au niveau du centre hospitalier le plus proche. Quant aux médecins de garde, ils s'assurent au quotidien de la disponibilité des médicaments, des dispositifs médicaux et du matériel médico-sécurisé du VSAV. Ils s'assurent aussi de la propriété du VSAV avant ou après l'intervention. Le VSAV qui étant que le véhicule de secours et assistance aux victimes, communément appelé ambulance. Le médecin de garde au sein de la caserne gère les consultations médicales du personnel et parents du personnel du commandement de la sécurité civile et intervient à l'extérieur juste en cas d'alerte. En cas d'alerte, le médecin de garde est le chef d'agrès du VSAV et son équipe est constituée essentiellement, comme l'a dit le médecin lieutenant, d'un ambulancier et de 2 infirmiers qui font d'office de secouristes. Il a pour mission d'assurer l'assistance à personne, le secours et le soin d'urgence aux victimes et leur évacuation vers un centre hospitalier si besoin, dans le cadre d'un accident, d'une catastrophe, d'un sinistre ou dans le cadre d'un centre de secours. Nous savons que le commandement de la sécurité civile a plusieurs centres de secours. Ça veut dire que chaque jour, dans chaque centre de secours, il y a un médecin régulateur et un médecin de garde. Si je peux apporter une amélioration, le médecin régulateur ne se trouve qu'au niveau du centre d'appel de traitement, parce que c'est un centre national. Et donc ça, c'est au centre principal. Au centre principal. Il reçoit et en fonction de la localisation de la victime, il saura quel centre où se trouve l'équipe de garde, diriger l'appel afin que le déploiement soit bref et rapide. Donc il y a un seul médecin régulateur au centre principal et des médecins de garde dans les différents centres de secours. Effectivement. C'est essentiel de comprendre leur fonctionnement. Et en ce qui concerne la collaboration, comment ça se passe? En ce qui concerne la collaboration avec les hôpitaux principalement, ce fut un challenge
au début parce que nous avons eu des difficultés dans la gestion des cas dits sociaux. Par exemple, les sans-abri, les victimes présentant des troubles mentaux, même avec les délinquants juvéniles, ce qu'on appelle communément les koulouna, les hôpitaux refusent généralement de les accepter, de les recevoir. Nous avons aussi eu des difficultés entre les différents centres hospitaliers dans la gestion des secours à victimes en général. Ici aussi de souligner, concernant la collaboration, que dans les départements, au-delà des missions qui sont les leurs, les médecins de la sécurité civile prestent également dans les structures sanitaires des départements afin d'apporter en plus au niveau de la main-d'œuvre hospitalière. Donc ça veut dire que ces médecins sont également décentralisés dans les différents départements? Affirmatif. Sur les différents départements, ils y sont. En fait, moi, je voulais même rajouter un point, parce qu'il faudrait que la population comprenne une chose. Ces médecins sont dans une caserne. Dès qu'ils reçoivent l'alerte, l'appel, ils se déportent sur le lieu du sinistre dans l'action de la voie publique. C'est pas toujours évident que sur le lieu, il y a un parent. Donc, nous, la première chose à faire, c'est de stabiliser notre malade et de l'emmener dans une structure hospitalière. Donc, arriver à l'hôpital, c'est pas évident qu'on vienne avec le parent. Et les structures hospitalières nous demandent, mais l'accompagnant est où? Le parent est où? Alors qu'on doit prendre en charge. C'est peut-être l'occasion de voir avec les services sociaux, les structures hospitalières, de mettre une corbeille d'urgence et voir comment faire tourner les corbeilles d'urgence pour ce genre de cas. Parce qu'il est difficile pour les sapeurs-pompiers d'arriver, d'être immobilisés dans une urgence, un service d'accueil des urgences, pour dire, s'il n'y a pas de parents, on ne reçoit pas le malade. Et c'était ça la difficulté. Actuellement, on est toujours en train de travailler pour mettre en place une très bonne collaboration pour la prise en charge de ces personnes. Un point très important, médecin Catherine Kessara, merci d'avoir souligné cela, parce qu'effectivement, quand un accident a lieu, il n'y a pas obligatoirement un parent à côté. Je peux me balader toute seule et voilà, on me heurte, et puis les sapeurs-pompiers gentils qui sont, me prennent, m'emmènent dans un hôpital et on ne veut pas me recevoir. Exactement. Alors là, Mon capitaine, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette collaboration? Alors, sur le côté positif des exemples concrets, je vais prendre une collaboration qui a eu lieu en 2023, associant le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de la Santé et de la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment le 16 avril 2023, sur la route nationale numéro 2, il y a eu dans le département des Plateaux, après le district de Ngo, un accident de la circulation routière avec la compagnie Océan du Nord. Et le commandement étant sensibilisé de cet accident, parce qu'il y avait plusieurs blessés graves, donc a déporté, le ministère de la Défense a déporté une ambulance un hélicoptère plutôt, qui est allé sur le terrain pour prendre les victimes. Et les victimes ont été emmenées à l'hôpital Edith Lissim Bongo Ndimba. Une fois que les victimes graves ont été stabilisées, mises dans l'hélicoptère, accompagnés par les médecins de cette structure, nous avons organisé ici, sous le couvert du commandement de la sécurité civile, le transport de l'aéroport international de Maya jusqu'au centre hospitalier universitaire. Il faut dire que les ambulances étaient mobilisées, les ambulances de la sécurité civile, les ambulances du CHU de Brazzaville et les ambulances d'une structure privée, notamment la clinique Kogemo. Et nous avons travaillé de connivence avec ces structures pour la prise en charge. On les a emmenés, on a fait des navettes et c'était une très bonne collaboration comme exemple. et un exemple négatif? Oui, l'exemple négatif, c'est avec la délinquance juvénile, il faut le dire. Moi, je suis médecin, je preste aussi dans une structure du ministère de la Santé et de la Population. Je suis 2S en chirurgie générale, certes en essence de soutenance. Et dans cette structure, on a reçu à peine hier 2 jeunes qui ont été tapés par la population qu'on n'a pas pu emmener dans une autre structure. En fait, l'équipe des sapeurs-pompiers est arrivée, a pris les 2 jeunes, a emmené dans une structure de la plage et ils n'ont pas été reçus. Ça, c'est difficile parce que les parents... bon, allez-y comprendre. C'est difficile. Okay. Après ce tour de table qui a éclairé nos téléspectateurs sur le fonctionnement des services médicalisés, tournons à présent notre attention sur la valeur ajoutée que ces services apportent à notre communauté. Mon lieutenant? Merci, mon capitaine. À entendre tout ce qui s'est dit, nous pouvons constater que les services médicalisés de la sécurité civile sont très importants pour notre communauté. Nous allons les examiner un par un, en commençant par les secours à personne.
Mon capitaine, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les secours à victimes et assistance à personnes sont essentiels pour notre structure? Alors, le secours à victimes et assistance à personnes, en sigle SAVAP, S-A-V-A-P, est essentiel parce que ça garantit une réponse efficace, rapide, adaptée aux situations d'urgence sur le terrain en cas de sinistre, accident de droit public ou de catastrophe. Je vais aller sur les statistiques. Le SAVAP, déjà pour l'année 2023, sur les statistiques, on note qu'on a réalisé 4436 SAVAP, secours à victimes et assistance à personnes. Dedans, nous avons 3596. Je ne parle que des statistiques du commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville. Donc, 3596 secours à victimes et 840 assistance à personnes. Mon capitaine, autant pour moi, vous dites secours à victimes, assistance à personne. Quelle est la nuance entre les deux? Alors, le SAVAP, secours à victimes, déjà, quand on arrive, on pose des actes médicaux, des soins, on prend en charge en cas d'accident de la voie publique, des blessures et autres, on secourt notre victime, simplement. Et l'assistance à personne, on peut aller juste assister une personne au domicile pour l'emmener dans une structure hospitalière en cas de difficulté, d'une structure hospitalière à une autre structure hospitalière, on a l'habitude de le faire pour la réalisation d'un examen. Donc, ça veut dire déjà qu'en ce moment, surtout qu'il y a des pénuries et que nous avons des malades hospitalisés qui ne peuvent se déplacer pour aller, par exemple, faire une radiologie dans un hôpital de la place. On peut appeler le 118 et ils viendront pour l'assister. Oui, il faut appeler le 118. Il ne faut pas hésiter parce que déjà, là, on parle de pénurie, mais si on remonte le temps, pendant la période Covid, il y avait une difficulté parce qu'il y avait déjà le couvre-feu, il y avait déjà le confinement. Et donc, le 118, en appelant le 118, nous mobilisons nos ambulances pour aller assister ces personnes. Et c'est au décours de cela qu'on a eu certaines personnes qui ont accouché dans nos ambulances, du décours de cette assistance à personne. Sachant qu'elle est prête à intervenir en cas de besoin, de plus, il contribue à la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la sécurité et des premiers secours. C'est une question cruciale pour approfondir ce sujet. Pourriez-vous partager une expérience où le secours à victimes et l'assistance à personne ont eu un impact significatif sur la vie d'un individu ou d'une communauté? Je me souviens d'un accident de voie publique près d'une école. Grâce à l'intervention rapide de notre équipe de secours, nous avons pu stabiliser un enfant gravement blessé avant son départ pour l'hôpital. Cette intervention a non seulement sauvé sa vie, mais également assuré les parents et la communauté environnante sur notre capacité à gérer les situations d'urgence. Ah, j'espère que si tout le monde sait que je suis médecin, j'ai porté secours à un monsieur retraité de son état, qui allait dans une banque de la place retirer de l'argent. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas d'argent. Il s'est écroulé. Et personne ne savait qui appeler. On a appelé le 118. Donc, j'ai récupéré le téléphone du monsieur, parlé avec sa famille pour les rassurer de ce que nous étions en train d'emmener leur papa à l'hôpital. Et ce monsieur a toujours été... il a eu tellement de gratitude pour la sécurité civile que de temps en temps, il vient au commandement pour nous apporter de l'eau, nous apporter des jus. C'est quelque chose qui a vraiment marqué. Passons maintenant à un autre aspect fondamental, la couverture sanitaire. Comment évaluez-vous l'importance d'une couverture sanitaire lors des examens d'État et des événements majeurs? Nous devons rappeler d'abord au public qu'à ce jour, nous sommes à la 9e année que nous assurons cette activité de la couverture sanitaire et sécuritaire lors des examens d'État. Cette activité part d'un constat fait par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à travers le commandement de la sécurité civile, bien sûr en collaboration avec le ministère de l'Enseignement. Ce constat-là a révélé l'absence des infirmeries dans nos différentes écoles. Et lors des examens d'État, beaucoup des élèves manquaient des épreuves par une situation sanitaire qui se présentait. Tous ces éléments ont fait que ces ministères puissent mettre en batterie l'activité qu'on appelle la couverture sanitaire lors des examens d'État, et bien sûr animée
par les acteurs du commandement de la sécurité civile, notamment les personnels du commandement des services médicalisés. Et dans cette composition de ces personnels-là, on trouve les médecins. L'objectif, c'est de donner la possibilité à l'élève de continuer ses épreuves s'ils sont un problème de santé. Nous pouvons conclure alors que la couverture sanitaire des examens d'État impacte positivement la population en général. Affirmatif. S'il faudrait que j'ajoute sur le point de la couverture sanitaire, parce qu'il n'existe pas que la couverture sanitaire des examens, sinon aussi la couverture sanitaire des événements qui drainent des foules. Nous voyons par là des concerts, des différents sommets, si bien que cela renforce la confiance à la population, tout en sachant qu'ils sont en sécurité pour participer à ces événements-là. Au cas où il y a un problème, ils auront aussitôt les soins médicaux nécessaires et si nécessité d'évacuation il y aura, automatiquement ils seront évacués vers les centres hospitaliers. D'accord. J'aimerais revenir un peu sur les couvertures sanitaires des examens d'État. Pour cela, au nom du commandement de la sécurité civile, nous aimerons également remercier les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement général et de l'Enseignement technique, d'avoir adhéré à cette initiative-là. Parce que chaque année, ils participent aussi à leur façon afin que nous puissions bien prendre en charge sanitairement les élèves pour les examens d'État. Et pour la couverture sanitaire des grands événements, comment ça se passe? Est-ce que le commandement de la sécurité civile déploie ces éléments juste parce que nous savons qu'il y a un concert quelque part, ou cela se passe de manière officielle, c'est-à-dire que cet organisme écrit au commandement de la sécurité civile et à ce moment-là, nous, le commandement de la sécurité civile, déployons nos éléments sur le terrain. Comment ça se passe? Effectivement, ça se passe de manière officielle. Je crois que déjà, lors de leur demande d'autorisation afin d'organiser ces événements-là auprès probablement de la préfecture, on leur exige, en fonction de la population qui est estimée, on les exige d'avoir une couverture sanitaire. Et suite à cela, ils font une demande au commandement. Et après cette demande, le commandement évalue les besoins et déploie les éléments lors de l'événement. Nous assistons également à nous voyons les sapeurs-pompiers au niveau de la corniche, les dimanches, les week-ends, parce qu'il y a des gens qui font du sport chaque week-end. Et ça, comment on peut appeler ça? Une couverture sanitaire également? Oui, ça fait partie aussi de couverture sanitaire. À ce jour, les structures de santé apportées pour la santé communautaire, c'est-à-dire c'est les structures de santé qui déportent vers la population. Voilà. Donc c'est pour gérer les situations en cas de problème de santé. Et s'il faut ajouter, comme situation, on en a eu beaucoup de cas. Au départ, les gens pensaient que c'est juste pour faire. En réalité, on a déjà eu beaucoup de situations là-bas où les gens font du sport et s'écroulent. Pour des différentes raisons, ils sont pris en charge et rapidement ramenés au niveau des centres. Donc on fait un genre de prévention également. C'est de la prévention. C'est beaucoup de prévention. Nous également, à Pointe-Noire, chaque dimanche, Voilà, les sapeurs-pompiers, nous couvrons au niveau de la côte sauvage. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui font du sport et tout, donc ici, en tout cas, de faire une couverture, de la rendre, afin d'intervenir quand il a souci. Donc on fait de la médecine prévention, enfin la prévention. Et à Pointe-Noire, au niveau de... Merci de nous avoir rappelé ça, médecin lieutenant Lassie. Nous avons oublié que vous veniez de Pointe-Noire. En continuant sur notre lancée, examinons les prestations des médecins officiers de la sécurité civile. En quoi ces prestations contribuent-elles à l'amélioration de la santé dans les départements? On avait un gros problème de personnel. Donc, depuis leur arrivée, nous avons trouvé que nous étions soulagés. Donc, nous souhaiterons que cette collaboration puisse se perpétuer dans l'avenir. Et je voudrais aussi préciser que vraiment nous sommes très satisfaits de leurs prestations. Merci beaucoup pour avoir pensé à cette initiative. C'est une belle initiative et j'ai même envie de dire que si on peut encore ajouter ou encore dans leur emploi du temps, si on peut plus consacrer 2 tiers à l'hôpital, 1 tiers à la sécurité civile, ça serait encore une très bonne chose pour l'hôpital. D'abord, l'hôpital a un grand déficit sur le plan médical et leur rapport est beaucoup significatif puisqu'ils interviennent dans les consultations, dans les visites médicales, en hospitalisation
en maternité au bloc opératoire avec ceux qui sont ici déjà. Jusque-là, nous n'avons noté aucune fausse note, s'il faut le dire, dans ces relations. C'est vraiment des relations cordiales, les gens se respectent, les gens travaillent de façon collégiale, en équipe, sans difficulté, et s'entretiennent entre eux de très bonnes relations. Auparavant, ici à l'hôpital, on n'était pas en mesure de couvrir tout l'hôpital. Avec nos collègues sont arrivés, en tout cas presque à la tête de chaque service, on amenait des médecins. Les consultations qui étaient autrefois faites par des infirmiers, c'est maintenant les médecins. Et ils interviennent aussi, même parfois aussi au bloc, ils sont presque partout. Donc en tout cas la collaboration est au beau fixe. Leur présence ici, personnellement je ne veux plus qu'ils partent de cet hôpital. Parce que les patients sont satisfaits de leurs prestations et nous-mêmes, nous sommes en tout cas également très ravis de leurs prestations. On ne veut pas vraiment qu'on puisse nous les retirer un jour. Enfin, abordons un sujet qui touche de nombreuses personnes, la gratuité des interventions médicales. Pourquoi pensez-vous que cette gratuité est un atout majeur pour notre structure? La gratuité, c'est un atout majeur dans notre structure parce que nous répondons aux recommandations de l'OMS qui parle de la santé pour tous. C'est-à-dire, chaque individu a droit à la santé malgré son genre, sa religion, son ethnie, sa race, même sa situation socio-professionnelle. Nous participons à cet aspect-là pour octroyer les soins gratuits à nos populations. Et comment cette gratuité influence-t-elle l'accès aux soins pour les populations vulnérables? Cette gratuité est particulièrement bénéfique pour les populations vulnérables parce que ces dernières pensent qu'il faudrait toujours avoir de l'argent pour se faire consulter. Nous les invitons tout le temps de venir se faire consulter gratuitement et afin d'améliorer leur santé et leur qualité de vie aussi. Merci, mon répondre, j'allais compléter. Nous constatons même que dans certaines localités, certains des centres de secours des sapeurs-pompiers deviennent quasiment des faits de centres de santé. Effectivement, les citoyens viennent se faire traiter et contrôler leur tension. Donc, ça veut dire que les centres de secours concernant la sécurité civile peuvent servir d'infirmerie à la population également? Mais déjà, ici, au centre, au commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville, on a un cas palpant au niveau du centre de secours principal du centre-ville. En face, il y a l'université Mayangwabi avec l'Institut Bayardel. En cas de situation là-bas, souvent, ils ont recours au centre, à l'infirmerie du centre de secours principal du centre-ville. Ils viennent directement pour déjà commencer à prendre en charge ici les patients avant de les emmener au CHU si besoin. Merci, mon capitaine. Vos réactions, toutes très positives, témoignent clairement de la valeur ajoutée que représentent les services médicalisés pour notre communauté. À présent, nous allons explorer les défis auxquels ces services font face, présentés par le chef des services médicalisés. Suivons. Ce commandement est confronté à certains défis que nous pouvons énumérer. Le premier défi, c'est garder le cap, c'est-à-dire maintenir le niveau actuel des prestations que nous offrons au profit de la population. Cette expérience nous a conduit à un autre défi, celui de la création d'un hôpital des urgences de la sécurité civile. Ce projet est actuellement dans les tuyaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et monsieur le ministre Zéphirin Boudou, il tient fortement. Et notre défi, poursuivre l'implantation du commandement de la sécurité civile dans tous les départements du pays, y compris nos services médicalisés. Nous sommes représentés dans 9 départements. Et un autre défi, c'est l'acquisition d'un hélicoptère. Ça nous permettra de transférer en urgence des victimes ou encore de prendre en charge des populations qui sont victimes des catastrophes naturelles, en l'occurrence des inondations.
Quelles sont selon vous les principales stratégies à mettre en place pour maintenir le niveau actuel de nos services médicalisés? Capitaine Kessara. Merci mon capitaine. Pour maintenir le niveau du personnel du service médicalisé, il faudrait qu'on puisse mettre un accent particulier sur la formation continue, axer nos efforts sur la collaboration, surtout avec les services de santé. Et troisièmement, il faut le dire, on est à l'ère du numérique, rajouter tout ce qu'il y a de technologie innovante. Sur la formation continue, refaire déjà toutes nos formations afin de garder le niveau. On est encore d'élite, on est mobile, on bouge et tout le temps c'est des interventions de terrain. On vous l'a dit, c'est de la médecine préhospitalière, rien à voir avec l'hôpital où on reçoit des gens. Et dans cette formation, on a les médecins généralistes qui sont là, qui doivent aller vers des formations de spécialité parce que c'est de la médecine d'urgence, faire de la médecine, la réanimation ainsi que l'anesthésie et donc augmenter cette panoplie de médecins et de spécialités. Merci Capitaine Kessara. C'est un enjeu important et en parlant de défis, nous savons que la création d'un hôpital d'urgence de sécurité civile est en projet, n'est-ce pas, lieutenant S? Absolument, mon capitaine. Et monsieur le ministre a exprimé son soutien. Mon capitaine, pourriez-vous nous en dire plus sur l'importance de ce projet et comment il pourrait transformer notre réponse aux urgences médicales? Alors, la création de l'hôpital des urgences de la sécurité civile est très cruciale. Il permettra de centraliser les ressources et d'améliorer la rapidité d'intervention. Il participera également à l'augmentation de l'offre de soins dans notre pays. En effet, la création de cet hôpital est un pas en avant. Mais qu'en est-il de la poursuite des implantations du commandement de la sécurité civile dans tous les départements? Lieutenant Kamba. Merci mon capitaine. L'expansion de la sécurité civile au niveau de tous les départements est une initiative très prometteuse, car si elle est effectuée dans sa totalité, dans les zones rurales, cette expansion permettra un accès rapide de la population aux soins d'urgence. Tandis que dans les zones urbaines, cette expansion permettra d'augmenter ou bien d'améliorer les capacités de réponse vis-à-vis des situations d'urgence et de crise. Pouvez-vous nous dire, lieutenant Kamba, sur combien de départements le commandement de la sécurité civile est implanté? Le commandement de la sécurité civile est représenté dans 9 départements sur 12. En parlant d'amélioration, l'acquisition d'un hélicoptère est un sujet d'actualité. Lieutenant Lassi. Oui, mon capitaine. Et cela pourrait vraiment améliorer notre capacité d'intervention. Lieutenant Kinini, pourriez-vous expliquer comment cet hélicoptère pourrait être intégré dans nos opérations et quels bénéfices il porterait aux équipes sur le terrain? Merci, mon lieutenant. L'intégration de l'hélicoptère dans nos opérations pourrait révolutionner notre capacité d'intervention. Il permettrait le transport rapide des patients vers les hôpitaux, surtout dans les zones d'accès difficiles. De plus, il offrirait une vue d'ensemble des situations d'urgence, permettant aux équipes de mieux évaluer et répondre aux besoins sur le terrain, ce qui pourrait sauver des vies. Toujours sur ce point, quels sont, selon vous, les défis majeurs que nous devons surmonter pour garantir l'efficacité de nos services médicalisés à l'avenir? Merci, mon lieutenant. Les défis majeurs incluent le financement durable de nos services, la gestion des ressources humaines face à une demande croissante. Je vais venir au lieutenant Kimene. Mon lieutenant, vous avez parlé de l'hélicoptère. Je pense que ce sera vraiment une bonne chose. Oui. Surtout avec l'exemple que le capitaine Kessara nous a donné sur la bonne collaboration qu'il y a eu entre le ministère de la Santé, une clinique de la place et la sécurité civile. Si catastrophe il y a, la sécurité civile pourrait directement se déployer dans son hélicoptère pour aller porter secours à la population. Avant de plonger dans les perspectives passionnantes des services médicalisés qui nous attendent, je vous propose de suivre une fois de plus le conseiller administratif et juridique du commandement de la sécurité civile qui nous éclaire sur la question. Nous allons regarder sur 4 volets. Le premier, c'est celui
de faire en sorte que la chaîne de secours puisse évoluer. Parce que dans sa dernière phase, nous avions des difficultés aujourd'hui de la mise en œuvre parce que il arrivait que souvent nos secours puissent avoir des difficultés pour déposer des malades dans les structures hospitalières parce qu'on ne pouvait pas les admettre parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se prendre en charge. Alors, nous sommes en échange aujourd'hui avec la Direction générale des soins et des services de santé du ministère de la Santé et la Direction centrale des services de santé du ministère de la Défense, afin de mettre ensemble un mémorandum d'entente pour que nos victimes que nous transportons dans les hôpitaux soient prises en compte. Le deuxième volet est celui du personnel. Pour permettre à la sécurité civile de couvrir tout le territoire national, il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait un équilibre qui permettra en ce moment que le ratio soit respecté. Le ratio est de 1 sur 4, c'est-à-dire qu'un médecin et 4 personnels paramédicaux. Avec le nombre de médecins que nous avons eu, il faut multiplier par 4 pour que nous ayons aujourd'hui le personnel qui nous permet de couvrir tout le territoire national. Le troisième volet, c'est celui de la formation. Il faut qu'il y ait des formations spécifiques pour faire évoluer aujourd'hui nos techniques opérationnelles sur le terrain. Et la dernière partie, c'est celui de regarder avec l'équipement. Il nous faut des moyens qui soient adaptés à la réponse, particulièrement des ambulances médicalisées et autres matériels et agrès qui permettent aujourd'hui aux secours médicalisés d'accomplir ces missions avec toute sérénité. Voilà, sur 4 volets, les perspectives que la sécurité civile peuvent se projeter pour que demain nous puissions améliorer nos prestations sur le terrain. Concernant le protocole d'accord avec la Direction générale des soins de services de santé, pouvez-vous nous expliquer en quoi ce protocole va améliorer? Alors, concernant le protocole d'accord, il faut dire que les 3 ministères sont assis en train d'élaborer un protocole d'accord, notamment le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Santé et de la population pour pouvoir faciliter ces chaînes de secours. Dans l'organisation de notre chaîne de secours ici au Congo, médecine préhospitalière, le service de SAVAP chez les autres, c'est un service qui appartient au service d'accueil des urgences. Donc, ils sont d'abord une équipe faisant partie intégrante de ce service d'accueil des urgences. Et donc, en cas de situation, quand ils prennent un malade sur un lieu d'accident, ils sont déjà en communication avec ce service d'accueil des urgences. Or, dans la façon dont c'est structuré chez nous au Congo, ici, à Brazzaville, ce service de médecine préhospitalière, c'est du ressort du commandement de la sécurité civile. Et donc, nous devons déjà mettre une ligne entre le service d'accueil des urgences et le commandement des services médicalisés afin déjà de faciliter ce relais-là. J'ai un polytraumatisé qui doit bénéficier d'un certain nombre de soins. L'hôpital du CHU Brazzaville, l'hôpital général de Diri, leur service d'accueil des urgences doit déjà être informé de notre arrivée et du nombre de patients qu'on doit emmener, ainsi que la qualité, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils présentent comme pathologie pour anticiper, préparer déjà le plateau technique. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, il faut le dire, la santé au Congo, c'est du ressort du ministère de la Santé et de la Population. Le ministère de la Santé et de la Population a plusieurs structures hospitalières et nous, aujourd'hui, on a 275 médecins. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Dans les 9 départements, on a besoin pour pérenniser notre main, il faut le dire, pour les chirurgiens, les gastroentérologues, les cardiologues, et dans les structures hospitalières pour travailler. Et donc, dans cette collaboration, ça va faciliter ces médecins à avoir accès à ces structures hospitalières afin de poursuivre leur carrière sur le côté médical, de ne pas que faire la médecine préhospitalière. Mais également les maintenir au taquet, c'est-à-dire pérenniser leurs acquis. Exactement. Au sujet de l'accord, suivons cet élément. La chaîne de secours comprend plusieurs maillons, dont chacun, à l'instar justement du commandement de la sécurité civile ou du service médicalisé, est appelé à collaborer avec les autres. Il s'agit d'envisager
un partenariat entre les ministères en charge de la sécurité civile et de la santé, afin de subvenir et répondre aux besoins et attentes de nos populations en matière de santé. Il faut que cela soit formalisé. Il faut qu'il y ait, comme vous l'avez dit mon général, il faut qu'il y ait un papier, un partenariat qui spécifie les missions de ces médecins dans ces zones. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que quand on a fait comme ça pour affecter, il y a toute une raison pour sortir. Or, si les missions sont bien définies, si le partenariat est bien écrit, je crois que nous pourrons sédentariser les médecins, peut-être pas pour toute leur vie, mais au moins pour une période assez longue dans les lieux où ils sont affectés, et c'est pour le bien de la population. Je suis prêt à coopérer avec notre ministre de la Santé. Je ne prendrai pas les décisions, mais je lui apporterai les premières recommandations que nous pouvons faire aujourd'hui pour que nous puissions signer ce partenariat. C'est un point crucial et cela nous emmène à réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer notre équipe. En effet, mon capitaine, et en parlant de renforcement des effectifs pour atteindre le ratio d'un quart des médecins et des paramédicaux, quel en est l'état actuel, mon capitaine? Alors, pour souligner l'effectif des médecins et des paramédicaux, nous disons que à ce jour, la pyramide est comme renversée par rapport aux effectifs des personnels médicaux et des paramédicaux au commandement de la sécurité civile. Nous comptons 275 médecins sur 154 paramédicaux. Alors que la structure de santé, comme la nôtre aussi, en temps normal, le personnel de base, c'est les paramédicaux. Et si bien que nous demandons à la hiérarchie d'un moment à l'autre de renforcer cet effectif afin que nous puissions être toujours efficaces dans nos opérations. Merci pour ces précisions, capitaine Manitou. Maintenant, abordons un aspect fondamental de notre infrastructure. Lieutenant Lassie. Absolument, mon capitaine. Bon. Quel type d'équipements sont prioritaires et comment cela impactera-t-il la qualité des soins fournis? Alors, il faut dire, le type d'équipement, nous, dans la médecine préhospitalière, notre bureau, c'est l'ambulance. Le VSAV, comme l'a dit l'autre. Et on aimerait bien que ces ambulances-là, on ait plusieurs ambulances médicalisées. C'est-à-dire, dans ces ambulances, si dit médicalisées, déjà qu'il faut qu'on ait un moniteur à l'intérieur, bien sûr, pour pouvoir contrôler notre patient, le stabiliser jusqu'à une structure hospitalière, que d'utiliser, par exemple, un appareil à tensiomètre électrique ou manuel. Rien que pour ça. Donc, les ambulances médicalisées. Et pour revenir sur l'hélicoptère, c'est pas un hélicoptère de combat. C'est un hélicoptère médical. Donc, c'est médicaliser nos structures en mettant le matériel qu'il faut dans ces ambulances. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci à nos invités pour leur présence et leur précieuse contribution sur le rôle vital des services médicalisés au sein du commandement de la sécurité civile. Un rôle suffisamment important pour garantir la sécurité et la santé de notre population. Restez avec nous pour d'autres sujets d'actualité et à bientôt.